Vous êtes probablement au courant que notre petit Inoxtag national est de retour. J'ai compris tout de suite qu'il était cinglé. Il s'était exilé quelques mois au Népal, histoire de faire le point sur sa vie. Mais à la place, il a grimpé le mont Everest, vous savez peut-être. Il est rentré et il a carrément fait un film. Il a fait un film, ce malade. Alors, calmez votre joie, le film, il va rester, je crois, genre un jour en salle. Mais, on est déjà sur un YouTuber de 21 ans qui balance un film en salle dans des salles partout en France. Franchement, à son échelle, c'est une putain de belle perf. Il y avait aussi une équipe de tournage, même minimaliste, mais ni quand même, pour tourner la vidéo sur l'Everest elle-même. Et je me suis demandé, du coup, comment ça se passe quand tu dois tourner par grand froid, quand tu dois tourner dans des conditions extrêmes. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu la photo, la vidéo, savent sans doute que dans les environnements humides, dans les environnements poussiéreux, comme le désert, du marécage, on a ce qu'on appelle des boîtiers tropicalisés, c'est-à-dire des boîtiers photo, en gros, qui sont étanches pour résister aux infiltrations de poussière et d'eau. Mais faut aller un petit peu plus loin que ça quand il s'agit des conditions de température extrême. Et ce qu'on va avoir. Alors, au départ, j'ai cherché un peu du making-of et tout, de gens qui seraient allés filmer sur l'Himalaya, des trucs comme ça, j'en ai pas tellement trouvé. Je suis allé traîner sur Reddit tout bonnement, et puis la chance m'a souri, écoutez. Donc, on va se servir de ça comme base. Là, il y avait une conversation intéressante. Alors, donc, moi, la musique, elle gueule un peu dans mes oreilles. Voilà, je filmais un B-roll, donc des prises alternatives pour un film, et ma caméra n'a pas du tout tenu. À un moment, elle était complètement brique, donc elle était buggée, il pouvait plus rien faire avec. Est-ce que quelqu'un sait comment avoir plus de vie, comment sortir plus d'énergie, d'endurance de ma caméra dans les grands froids pour la faire durer? Et le premier conseil qui est là, c'est un peu ce que les gens disent globalement. Il faut choper des hot hands, donc vous savez les chaufferettes pour les mains, les trucs vous savez qu'on craque là sur les mains qui réchauffent. Donc des petites chaufferettes comme ça, et les scotcher sur la batterie, sur la partie batterie de la caméra avec du scotch, et ensuite recouvrir le tout de ce qu'on peut pour protéger du froid. Garder des batteries supplémentaires down your pants, donc je pense que ça veut dire dans ton pantalon, pas dans ton slow bar quand même. So they don't freeze, donc pour qu'elles gèlent pas. Ces températures sont très basses, faut les garder le plus près possible de son corps pour qu'elles emmagasinent la chaleur humaine, et à l'intérieur de ta veste qui est faite pour te protéger du froid extrême, pour qu'elles subissent pas trop. Et aussi, assure-toi de ne pas ouvrir le sac de ta caméra dans un hôtel show ou un Starbucks et avoir shooté, parce que la condensation, ouais voilà, c'est ça. Ça, c'est un des trucs les plus importants. En fait, finalement, le froid, c'est pas le problème principal. Le vrai problème, le vrai tueur de caméra, c'est la condensation. C'est-à-dire, quand on va filmer dehors par un froid extrême et qu'on va ensuite rentrer dans un endroit chaud, la différence de température va créer de la condensation, qui fait qu'il va y avoir de l'eau sur et dans la caméra, y compris au niveau du capteur si jamais on a enlevé l'objectif, et ça qui peut niquer en définitive l'appareil. Là, il y a un article qu'on va avoir après de la BBC qui explique, c'est les Academic Guides, donc des guides officiels pour les staffs du film. C'est brancher une batterie à une powerbank, donc à une batterie externe sous tes vêtements, contre ta peau. Là, il y en a qui disent voilà, c'est carrément faut garder les batteries contre ta peau pour les garder au chaud au maximum, ça flingue les batteries. Keeping camera gear safe in extreme cold temperatures, donc même problème ici. C'est un mec qui fait de la photographie de bison, et là c'est différent. Alors il y a encore beaucoup de gens, notamment en photo, vous savez, qui font de l'argentique. Lui, c'est pas évident non plus, parce qu'en fait donc là il explique qu'il a fait le truc du sac plastique pour lutter contre la condensation. Oui, parce que c'est ça que j'ai pas expliqué. Pour lutter contre cette condensation, en fait, faut faire, c'est simplement mettre la caméra une fois que t'as fini de filmer dans un ziploc, donc vous savez, les petits sacs hermétiques là, enfin un grand du coup, de vider le maximum d'air avant de rentrer à l'intérieur. Et quand t'es en intérieur, tu attends plusieurs heures que la caméra soit revenue progressivement à la température ambiante avant de la sortir du ziploc pour qu'il y ait le moins d'air possible qui puisse faire de la condensation. Voilà. Donc le film, ce qu'on appelle le film du coup en anglais, c'est la pellicule. Si tu shootes avec de la pellicule, sois conscient, garde à l'esprit que la pellicule se fragilise à température faible. Essaye de charger, rembobiner et décharger ta pellicule en intérieur ou dans ta voiture chauffée, et sois très délicat en déroulant le film. Il faut surtout pas que tu casses ta caméra ni le film. Donc voilà, en fait c'est surtout ça le danger pour de l'argentique, c'est fragile la pellicule et ça pète apparemment à température
température basse. Donc là, il y a un mec qui a shooté à l'extérieur, en dessous des 0 degrés Fahrenheit, qui donne un petit peu son expérience. Et en gros, c'est ça qu'il dit, c'est couvrez-vous, vous d'abord. En 30 minutes à l'extérieur, à cette température-là, tu peux avoir un frostbite, donc geler et perdre un membre ou une extrémité. Et ceux d'entre vous qui ont déjà fait de la photo et de la vidéo savent que même quand il fait très froid, c'est toujours tentant d'enlever ton gant ou tes moufles 2-3 secondes juste pour régler précisément un truc, parce que c'est plus pratique, ça va plus vite, tu peux utiliser tes doigts sans interface. Mais là, ils expliquent globalement que non, c'est une très mauvaise idée, quoi qu'il arrive, tu te protèges d'abord. Step as much indoors as possible, voilà, donc voilà, faire les configurations, la préparation à l'intérieur dans la mesure du possible, bien sûr. Les batteries vont durer moins longtemps. Lui, il a carrément acheté un batterie grip, donc une batterie externe, grosso modo, pour gagner plus de temps, enfin pour gagner du temps de shoot. Et ne respirez pas près de votre objectif. Tiens, c'est marrant ça. Bah oui, effectivement, si tu respires à côté, ça risque de condenser, voire de geler sur la lentille, et ça va pas s'évaporer. Tu risques de plus pouvoir utiliser ton objectif parce que tu auras du gel dessus. Donc il y a plein de trucs en fait dans le froid auxquels on pense pas, qui ont des conséquences directes sur le fait de filmer, et je trouvais que cette histoire de condensation justement était un peu bâtard. Que fais ton shoot, tu fais toute ta journée de film, ça se passe bien, t'as prévu, t'as assez de batterie, nanana, t'as été prudent, t'as bien utilisé le matos et tout va bien, youpi. Et là tu rentres te mettre au chaud et tout, et bam, c'est là que tu te fais piéger, que tu te fais défoncer par la condensation qui potentiellement te bousille ton matériel. Et quand t'es en train de faire l'ascension de l'Everest, autant te dire que t'as pas le temps de repasser à la Fnac. Pas tout relire parce que ça dit un peu les mêmes trucs. Oui, alors on regarde ça juste après. Le fameux article l'Academy Guide, il est là, de la BBC. Comment protéger ma caméra dans des conditions de température extrêmement basses. On fera le sujet aujourd'hui, mais il y a aussi la question des micros. Quand tu fais des prises son, comment ça se passe à des températures pareilles? Déjà là-haut, l'Everest, il y a un vent phénoménal qui doit se plaire. Mais au-delà de ça, la membrane de micro, c'est un truc extrêmement fragile, sensible aux variations de température. Alors notamment la chaleur, mais le froid aussi, je pense. Et ouais, il doit y avoir aussi des précautions assez importantes à prendre. Là, j'en ai pas vu en cherchant, mais ce serait un sujet intéressant aussi à faire. En gros, différents types de dommages sont possibles. Les plastiques, les parties plastiques de la caméra, et plus le temps passe, plus il y a de composants plastiques en fait dans la caméra. Le plastique peut geler et se casser dans des conditions froides. Les parties amovibles, comme les bagues de focus, donc sert à faire les mises au point automatiques, enfin les mises au point tout court, peuvent se bloquer avec de la poussière ou des particules de sable. Donc ça, c'est les conditions extrêmes de l'autre côté, aride. Cable grips, donc les câbles et les poignées peuvent faire des champignons, des bactéries, tout ça dans le chaud. Donc là, ça parle plutôt du chaud. Cable insulation can snap off in the cold, donc les câbles, la gaine qui entoure les câbles, si j'ai bien compris, peut péter dans le froid. S'il y a de la neige qui rentre dans le bout du câble, ça peut compresser, faire de la glace et empêcher le câble de se connecter correctement. Voilà, un peu parasite ça. Les écrans LCD, parce que maintenant quasi toutes les caméras elles ont des écrans LCD. Dans les temps de température froide, l'écran peut perdre du contraste, l'écran d'affichage d'informations peut ralentir ou changer de couleur quand on le touche. Bon, ça c'est mineur, c'est plus dérangeant qu'autre chose. En dessous des moins 25 degrés Celsius, le panneau LCD peut geler et craquer. Wow. Donc un impact dans mon pare-brise, je vais chez Carglass, on n'oublie pas les bons réflexes. Port opening, donc les ports, les ouvertures, donc tout ce qui est les prises pour recharger, les prises HDMI, les prises que vous voulez, USB-C. Donc des particules de sable peuvent rentrer dedans. Et il peut y avoir de la moisissure dans les ports dans les batteries qui peuvent oxyder les contacts électriques. Alors ça, je pense que ça peut être une des conséquences justement de ce dont on parlait, de la condensation. S'il y a de la condensation au niveau de la batterie, de l'emplacement batterie, effectivement, il y a possibilité de corrosion. Et enfin, qu'est-ce que risquent les lentilles, les objectifs? La condensation peut endommager le capteur de la caméra ou faire de la buée sur les miroirs de la caméra. Donc là, on parle de l'intérieur de la caméra, qui est beaucoup plus chiant à gérer qu'un peu de dépôt d'humidité sur la surface de l'objectif. L'humidité peut geler sur le verre, changer d'objectif en extérieur peut faire tomber des particules de l'humidité sur le corps de la caméra. Voilà, donc à peu près tout ce qui est important dans une caméra plus ou moins prend cher. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça dont il faut se rappeler. Donc je serais curieux de savoir un peu qui est le staff qui a accompagné ou au moins préparé Inox pour sa traversée, parce que ça se fait pas comme ça, faut avoir de très bons réflexes pour arriver jusqu'en haut de l'Everest, filmer tous les jours et ne pas avoir pété le matériel en chemin. Dans le froid, de manière générale, dans le froid, il faut penser à apporter plus de batteries, ce qu'on a dit. Looking to special cold weather cables. Alors, je savais pas que ça existait, mais apparemment, il y a des câbles spéciaux qui résistent au froid, qui ne risquent pas de se fragiliser et de casser, et des protections polaires pour la caméra, pour la protéger de
la neige et de la pluie. Donc voilà, faut savoir qu'au niveau des accessoires, caméra, câbles notamment, il y a des choses qui sont faites pour le froid extrême. Voilà en gros pour les conseils. Je vais quand même vous montrer vite fait cette vidéo pour vous signaler surtout qu'elle existe, on va pas la regarder parce qu'elle fait 4 heures, enfin 5 heures. Et c'est 5 heures filmées par un certain Ryan Mitchell qui, il y a 2 mois de ça, a posté la vidéo de son ascension de l'Everest, jour par jour, heure par heure. C'est pas un direct, mais ça s'en rapproche presque. Mais vite fait un extrait, c'est le tout début quand il arrive sur place. Jour 4, c'est le départ, on a encore de la végétation. Donc voilà, il a filmé ça lui-même, il s'est chauffé à base de GoPro, j'ai l'impression. Je vais aller chercher un peu plus loin. Voilà, là, ça commence à être vraiment sérieux, très très sérieux même. Il y a son guide, je suppose, devant qui ouvre la voie. Ah, là, il doit faire pas loin de nuit, ça commence à être un petit peu la couacou merde. Ouais, donc il avance très près du sol, on sent que le sol doit être fragile. Alors là, on voit quelqu'un d'autre. Là, on l'a vu à la 3e personne, donc je suppose qu'il y avait quelqu'un avec lui pour le filmer. Soit c'est le guide qui a fait quelques images, soit il y avait quelqu'un d'autre avec lui encore. Je vais aller au moment le plus revisionné. Je pense que c'est le sommet. Ouais, c'est ça, c'est le sommet. Et il est arrivé au sommet un jour dégueulasse. Donc, il fait gris sur gris. Il fait gris sur gris, c'est un peu moche. Mais bon, pour les passionnés du truc, la vidéo, elle est légendaire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient sur Reddit. C'est génial, quoi, d'avoir pu voir un truc pareil filmé en quasi direct, quoi. Voilà, donc on verra un peu. Inox, ce sera probablement très différent. Déjà, ça va arriver en salle de Cinoche, donc à mon avis, c'est beaucoup moins long. Et c'est probablement filmé avec plus de moyens. Inox, il est probablement pas allé tout seul avec sa bite et son couteau, il a probablement un petit peu de staff autour de lui, un peu d'équipement. Et j'avais cherché, j'ai pas trouvé tellement d'articles qui expliquent un peu comment a été filmé, comment c'est la préparation pour filmer le film Everest de 2015, qui est une fiction, mais en fait c'est très très inspiré de faits réels. La prod du film est intéressante parce que comme c'est de la fiction qui se passe sur l'Everest, on peut dire ouais, ils ont tout fait en studio, ils sont pas fait chier. Que nenni, absolument pas. On va pas s'attarder longtemps dessus, mais déjà ça vous donnera une idée de comment on mixe entre studio et film en décor réel, ce genre de situation. La réalisation, ils ont commencé en Italie, parce qu'en Italie ils sont allés filmer les Alpes Ozat pendant 6 semaines, pendant 1 mois ensuite en Islande, et ensuite aller au Népal pour encore 1 mois de shoot. Là, en 2014, ils se sont entraînés sur les montagnes Santa Monica pour leur rôle, les acteurs principaux. Donc déjà, vous voyez que là, on a 3 localisations différentes. On a Islande, on a le Népal et on a les Alpes Hautes-Alpes en Italie. Ce qui est probable pour moi, c'est qu'ils aient utilisé les Alpes italiennes et l'Islande pour filmer les scènes vraiment dans la glace, dans la neige, parce qu'il y a des décors qui ressemblent, qui sont beaucoup plus faciles d'accès avec une équipe de tournage professionnelle, et qu'ils aient filmé au Népal, et les scènes qui se passent au premier camp, vous savez, aux bases, là où commence l'ascension généralement. On filme le début de l'ascension, ce qui est faisable humainement avec un crew de cinéma sur place, et ensuite aller ensuite dans des décors ressemblants mais moins dangereux à pratiquer pour le reste. Moi, c'est ce que je comprends en tout cas. Donc il y a 44 membres dans l'équipe, c'est pas forcément énorme. Arrive au Népal en 2014, à Katmandou, ils ont la permission de filmer pendant 2 semaines. La réalisation commence le 13, après avoir complété les shoots au Népal, le crew part en Italie, et ensuite en mars au Royaume-Uni pour filmer à Pinewood Studio. Peut-être pas les scènes qui se passent en montagne, tout connement, hein. Il y a aussi, le film comporte aussi des scènes qui se passent en dehors de la montagne. Donc les acteurs ont dit que filmer sur place alors qu'il faisait extrêmement froid, c'était dur mais sympa. Le shooting devait prendre place au camp Everest du Népal, le base camp, donc le camp de base, voilà, de l'Everest, ça. L'extérieur du base camp ont été filmés à la Cinecittà. Donc les scènes d'intérieur ont été faites au camp de base, les scènes d'extérieur ont été faites à la Cinecittà, donc c'est des studios italiens très connus à Rome. Pourquoi ils ont fait ça là-bas? Parce que ils avaient un soleil extrêmement fort qui qui permet d'obtenir un visuel assez similaire à ce qu'on a au camp de base. Pas con. La seconde équipe, voilà, c'est ça qui m'intéressait, a shooté les scènes restantes au camp 2, donc le camp suivant de l'Everest, quand une avalanche a frappé. Avalanche qui a tué 16 guides Sherpa. Et les 16 guides en question, vous savez ce qu'ils faisaient? C'est ce qu'ils faisaient, les guides en question? Ils transportaient le matos en avance pour commencer à filmer. Voilà. Donc c'est tragique, bien évidemment, mais ils sont quand même allés jusqu'au bout du film. Mais ça pose une question pour moi et pour beaucoup de monde, parce que quand le petit Inox, il a commencé son ascension, qu'il l'a préparé, beaucoup de personnes se posaient la question de l'éthique, parce que faire ça de la part d'un influenceur, il y en a qui considèrent que c'est encourager à aller grimper une montagne qui a pas besoin de ça.
C'est des ascensions que tu peux pas faire toi-même, t'es forcément entouré, dont forcément un Sherpa, à peu près systématiquement, donc une personne locale qui va porter ton barda, grosso modo. Et tout ça, voilà. Ça pose des questions éthiques, ça pose des questions morales aux gens. Moi, je pense pas qu'il aurait dû s'empêcher de le faire. Ça va faire un film cool, c'est intéressant, c'est une belle expérience. Il avait promis, il avait dit, je crois, au lancement du projet qu'il y intégrerait de la sensibilisation écologique, donc on verra ce que ça vaut. Mais il faut se rappeler que quand on parle de l'Everest et d'aller filmer des trucs sur l'Everest, on parle très souvent de faire bosser des Sherpas locaux qui prennent énormément de risques pour trimballer des caméras à 50 000 $. Voilà. Sinon, sur une note plus légère, l'équipe effets spéciaux explique que ce qui était compliqué, c'est que ils ont dû recréer un soleil qui est incroyablement sharp and crisp. Donc c'est une lumière extrêmement dure et nette. Et ils ont dû recréer cette lumière-là au studio Pinewoods pour compléter certaines scènes. Et la lumière est tellement intense là-haut à l'Everest, là où il y a quasiment pas d'atmosphère, là où il y a moins de filtres, donc en fait, et où la lumière te tape directement de très près, qu'ils ont dû utiliser des lumières soft sun, donc des lumières pour répliquer le soleil, de 100 000 watts. Voilà, donc des lumières gigantesques de 100 000 watts. C'est un bordel. Elles étaient tellement lourdes, les lights, qu'ils ont dû les déplacer sur des grues. Voilà. Ça rappelle que quand on fait de la fiction, même qui se passe sur l'Everest, arriver à faire un rendu réaliste, cohérent entre les scènes qui ont été vraiment filmées sur place et celles qui ont été filmées ailleurs en studio, c'est pas évident du tout. On a beau dire que c'est dans la neige, dans le blanc, dans le blizzard, c'est absolument pas facile. Mais bon, dans le cas d'Inox, c'est pas du tout un problème qui se pose. Je serais curieux, une fois que le film est sorti, qu'on ait un making-of, qu'on prenne... alors, le film est un peu un making-of en lui-même, mais je pense qu'il y aura des choses à dire sur comment ça s'est passé, comment ça a été organisé, au niveau de la prod, comment ça s'est fait très concrètement. Curieux de voir un peu ce qui va ressortir de cette histoire. Voilà.